Alors après ces témoignages qui font froid dans le dos, quand on se dit que personne n'est à l'abri de se retrouver happé et broyé à tort par la machine judiciaire, on va ouvrir le débat pour essayer de comprendre comment de tels drames sont possibles, pourquoi le système s'emballe et s'enraye et comment essayer de réparer les torts faits à ces innocents. Éric Piclet, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir témoigné dans ce documentaire. À la fin, on vous entend dire que vous êtes dans l'attente que votre innocence soit reconnue par la justice. Le non-lieu, vous l'avez obtenu ? Il y a une parole de Maître Laurent qui dit qu'une fois qu'on est témoin assisté, si on ne bouge pas, il ne se passe plus rien. Et là, on va être effectivement à presque 1 an que je suis témoin assisté, toujours pas de non-lieu en vue, donc toujours rien. Vous comprenez ce qui se passe ? J'aimerais presque, tant pis, avoir des explications, même si c'était totalement injuste, mais là, de ne pas comprendre, c'est très compliqué. Vous avez repris votre profession ou pas ? J'ai repris un poste à l'Éducation nationale. Je ne pouvais pas me retrouver avec des élèves, donc je suis actuellement sur un poste de bureau. Ça se passe plutôt bien. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec des élèves parce que vous avez peur d'être accusé à nouveau ? J'ai toujours eu de l'éthique dans mon métier. J'ai toujours fait attention à jamais être seul avec un élève, etc. Pendant des années, j'ai fait très attention parce que je voulais surtout pas qu'il y ait la moindre ambiguïté. Et je m'aperçois que tout ça n'a servi à rien. Le jour où on décide que vous êtes potentiellement un coupable, on vous emmène et on ne cherche pas. Donc, une fois qu'on le sait, c'est compliqué. Imaginons que dans 10 ans, n'importe qui, des parents d'élèves, se disent « mais au fait, ce maître-là, il n'y avait pas eu une histoire avec une petite » et puis qu'on commence à se monter le bourrichon et qu'on commence à trop vouloir regarder. Je pense qu'on peut basculer dans quelque chose où, si on ressort des dossiers puis qu'on dit « mais monsieur Piclet, d'accord, vous aviez eu un non-lieu, mais il y a quand même eu une histoire », je dirais, une fois que c'est arrivé, une fois une histoire pareille, c'est terminé, on peut plus reprendre. Et ça vous manque ? J'ai passé des super années avec mes élèves. J'ai des souvenirs extraordinaires. Je sais que j'ai des retours d'élèves qui me disent qu'ils ont passé les meilleures années de leur vie avec moi. Ça me touche, ça me fait vraiment du bien. Je sais qu'au moins ces années-là, on les a pas souillés, on les a pas gâchés parce que c'était aussi cette crainte. J'ai passé des super années et d'un seul coup, on a jeté du fumier sur toute ma carrière. Et je sais qu'en tout cas, pour ce qui est de mes élèves, je n'ai eu que des retours qui me disent que vraiment, tout ce qu'on a vécu vraiment de positif ensemble est resté positif. On l'a entendu, évidemment, on le comprend, ça a été une épreuve difficile, évidemment pour vous, mais aussi pour votre famille, votre femme, vos enfants. Comment ça se passe aujourd'hui ? Alors c'est vrai que, comme on disait, le statut de témoin assisté, on n'est plus acteur. C'est assez difficile. Mais heureusement, il y a quand même ça pour que psychologiquement, on ait pu reprendre un peu de recul. Parce qu'on se levait avec cette histoire, on se couchait avec cette histoire. C'était la boule au ventre, c'était l'envie de vomir tout le temps. Et il faut reconnaître que depuis à peu près 1 an, petit à petit, on arrive à se mettre à penser à autre chose. On se met effectivement à reprendre une vie. Et ça, c'est important. Les pièces se remettent un peu en place. Vos enfants commencent à respirer un peu ? Ouais, on arrive doucement à faire en sorte que... C'est vrai qu'on a envie de vivre des choses en famille, on a envie de reprendre la main, on a envie de vivre des choses parce qu'on voit que finalement le temps passe et que pendant que j'étais incarcéré, on regrettait de ne pas avoir fait plus de choses ensemble quasiment. Et là, on essaye au maximum et c'est vrai que pour ça c'est positif. On retrouve des choses, mais on ne peut toujours pas tourner la page parce que le non-lieu n'est toujours pas là. Qu'on ne sait pas, surtout en regardant le portage, on prend conscience que même dans les autres cas qui sont abordés, c'est des histoires de 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est-à-dire même une fois qu'on est sorti de prison, là, il faut que je me dise que malgré le dossier et les éléments évidents du dossier, il va falloir que j'attende. Et on fait des actions quand même, avec mon avocat. En mars, on a envoyé une reconstitution de la pièce à conviction principale au ministère de la Justice, au défenseur des droits de l'enfant. Ça a légèrement fait bouger les lignes, puisque ça a permis quelques semaines après qu'il y ait la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant. C'est pour la protéger ? Pour la protéger, pour qu'elle ait quelqu'un qui ne soit pas... Parce que le coupable est effectivement quelque part dans la nature. Donc Exactement. Et par ailleurs, ça a permis le dessaisissement de la gendarmerie au profit de la police judiciaire, puisque ça, c'est aussi la spécificité de cette histoire. La maman étant gendarme, la maman de l'enfant. On a confié les investigations à la gendarmerie. Et personnellement, j'ai vraiment rien contre la gendarmerie. Je sais qu'il y a des personnes vraiment d'éthique, de valeur, mais je ne suis pas tombé face à ces personnes-là, puisque dans une enquête bien faite, on fait les investigations dans toutes les pistes. Ce qui fait que l'enquête n'a pas pu se dérouler comme elle aurait dû. Et même, je dirais que quand les analyses ADN sont tombées,
On s'attendrait à avoir dans le dossier des demandes de perquisition, d'audition, mais rien du tout. Donc, on est vraiment dans une situation absurde où on a l'impression, on se dit mais c'est pas possible, il y a bien quelqu'un qui va bouger, il y a bien quelqu'un qui va faire quelque chose. Utiliser l'ADN pour faire quelque chose. Exactement, et on voit qu'il se passe rien, et donc on sait actuellement, avec mon avocat, on va continuer à devoir travailler. On peut pas laisser les choses en l'état parce qu'on sait qu'on est parti sur des années avant que je puisse obtenir un non-lieu et avant que la vérité, c'est ça qui est embêtant, que la vérité soit vraiment faite. J'ai pas la sensation qu'actuellement la justice ait envie de la faire. Vous êtes en colère aujourd'hui ? C'est dur de traîner de la colère. J'ai eu des moments de grosse colère. Là, j'aimerais bien comprendre. Parce que on m'empêche de tourner la page, on m'empêche de comprendre vraiment ce qui se passe. Et ça, c'est difficile à vivre. À vos côtés, Jean-François Lérité, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Alors, vous avez aussi subi cette injustice d'être emprisonné avant que la justice ne reconnaisse son erreur. C'était en 2007. Vous avez été mis en examen dans une affaire d'abus de faiblesse. Vous avez passé près de 4 mois en détention provisoire avant d'être placé sous contrôle judiciaire. Et ce n'est que 5 ans plus tard, en septembre 2012, que la justice va reconnaître votre innocence et vous allez être relaxé donc des faits qui vous étaient reprochés. Depuis, vous avez été indemnisé pour cet emprisonnement injustifié. On va en parler dans quelques instants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez tourné la page ? C'est difficile de tourner la page tellement les faits sont traumatisants. Un jour, vous êtes interpellé, on vous accuse de choses invraisemblables, enfin qui m'ont fait rire d'abord. Je dis, mais bon, on ne mettra pas longtemps à voir que tout ça ne repose sur rien. Mais je n'avais pas compris qu'une machine infernale s'était mise en route et qu'elle n'allait pas s'arrêter, que ça allait durer 5 ans. Donc le soir même, la juge d'instruction m'informe qu'elle m'envoie en détention provisoire. Il y a quand même le choc que cela peut causer. Et voilà, donc je suis parti pendant 3 mois et demi en détention provisoire. Et donc je suis sorti. L'enquête n'avait pas avancé d'un pouce, d'ailleurs, à partir depuis le moment où j'étais parti. Et puis ça a duré 5 ans. Voilà, 5 ans. Vous êtes en suspension. Vous n'avez plus d'emploi. Vous n'avez plus très peu de relations sociales parce que les gens se méfient. Mais j'ai eu la chance d'être soutenu par une famille très très soudée, très très aimante, ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui sont passés par là, par des amis aussi qui ont fait bloc autour de moi, par des avocats en qui j'avais confiance. Et puis j'avais une telle rage, il faut bien dire le mot, que cela a aussi permis de résister à cette pression terrible qui est soudain placée sur vos épaules. Cette rage, vous ne l'avez plus aujourd'hui ? Écoutez, je pardonne, mais je n'oublie pas. Très bien. Yves Charpenel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes premier avocat général à la Cour de cassation et vous êtes membre de la Commission nationale de réparation des détentions qui, en dernier lieu, va décider donc du montant de l'indemnisation des personnes qui ont été détenues avant d'être innocentées. Ça, on en parlera aussi. D'abord, on va essayer juste de bien préciser les termes que l'on emploie. Les cas donc d'Éric Péclet, de Jean-François Lérité et des autres personnes qu'on a entendues dans ce reportage. Au regard de la loi, on n'appelle pas ça des erreurs judiciaires. C'est quoi une erreur judiciaire ? Alors, c'est une vision très restrictive, parce que tout le monde comprend qu'une erreur judiciaire serait une injustice. Mais pour un juriste, une erreur judiciaire, c'est quand quelqu'un a été condamné pénalement et on a la preuve ensuite qu'il est innocent. Donc, ce sont des cas qui existent, qui sont très rares, ce qui n'a rien à voir, bien entendu, avec le placement en détention qui ne se révèle pas justifié, parce qu'on s'est trompé. Donc, l'erreur judiciaire stricto sensu, la loi prévoit depuis toujours, même si elle change, que ça peut être réparé par une seule manière, qui est la requête en révision. Donc, ça veut dire que c'est 150 requêtes par an pour 600 000 condamnations par an. Alors c'est vrai que quand vous expliquez à des gens qui sont allés en prison, j'ai été à la commission de réparation, vous n'avez que des gens qui ont été libérés après qu'on ait constaté qu'on n'aurait pas dû les mettre en prison. Ils s'estiment victimes d'une erreur judiciaire. Si vous leur dites que c'est pas vrai, ils comprennent pas. Donc disons que juridiquement, l'erreur judiciaire, c'est vous avez été condamné, vous n'auriez pas dû l'être. Après, il y a les dysfonctionnements du service public, les dysfonctionnements éventuellement des juges ou des procureurs qui font que on vous impose des contraintes parfois extrêmes, comme la mise en détention, alors qu'on n'aurait pas dû. Donc là, c'est la détention abusive, c'est bien ça. La loi ne dit pas abusive, elle disait au début injustifiée. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est encore plus neutre. On dit, quand vous avez été placé en détention, et cette détention ne s'est pas caractérisée par une condamnation. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. N'empêche que la réalité, c'est qu'on vous met en prison et qu'à la fin, on constate qu'on n'aurait pas dû. Voilà. Et donc, ce qui va déclencher un processus dont on va parler. Mais
une fois qu'on est passé sur les mots, Oui, reste la d'accord. vraie question qui nous Bien sûr. anime ici tous, quelle que soit notre position, c'est on touche à l'honorabilité des gens. La main est lourde en matière pénale, c'est un beau métier que de servir la justice pénale, mais les conséquences d'une erreur ou d'une mauvaise appréciation sont énormes, et donc le devoir de vigilance, ça fait des années Bien sûr, que c'est tous ça. les ministres successifs appellent les magistrats, comme tous, à le faire. La réalité est évidemment parfois un peu moins rutilante. On va en parler, bien sûr. Frédéric Lantieri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des affaires judiciaires, bien connu des téléspectateurs. Vous présentez sur France 2 Faites entrer l'accusé. Et vous êtes aussi l'auteur d'une série documentaire passionnante qui a été diffusée sur France 5, qui reconstitue des gardes à vue de grandes affaires criminelles. Ça s'appelle 48 heures, comme la durée maximale de la garde à vue la plus classique. Donc vous avez observé depuis longtemps les affaires judiciaires. Ces témoignages qu'on a entendus aussi sur ce plateau ce soir, pour vous, c'est des exceptions ? On en a déjà entendu, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui est assez étonnant dans l'histoire de M. Péclet, c'est que l'enquête est très rapide. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps d'enquêter. Parce que puisque là, par exemple, il y avait un ADN, pourquoi le mettre en détention tout de suite? Pourquoi on n'attend pas? Parce que, par exemple, dans son cas à lui, il a une représentation, il a de la famille, il a du travail, il ne va pas s'en aller, il ne va pas s'enfuir. Oui, on parlait bien on n'est sûr pas obligé pourquoi on de met le en mettre garde en à vue. détention tout de suite. Et moi, je pense à 2 ou 3 affaires qui m'ont un peu marqué, moi, dans les affaires de Faites entrer. Il y avait une histoire qui se passait à Clérac, dans le Lot-et-Garonne, et c'était un petit monsieur. En fait, on retrouve sa fille en bas de chez lui, pour faire vers le portail. Elle a été poignardée, etc. Il vit avec elle, elle a 18 ans, il est désespéré, il la prend dans ses bras. Les gendarmes arrivent, on dit mais pourquoi vous avez du sang sur vous? Bah oui, mais voilà, il sait pas bien se défendre. Il est confus, mais parce qu'il est pas très, il a pas tellement l'habitude de s'expliquer, ce petit monsieur. Et donc, il est mis en examen. C'est-à-dire que cet homme-là, non seulement il a perdu sa fille, mais en plus, on lui dit, bah, c'est toi. Et assez rapidement, on va se rendre compte qu'on n'a absolument aucun élément. N'empêche quand même qu'on l'oblige à faire une reconstitution, à prendre sa fille, à donner des coups, etc. Et puis, au bout d'un moment, bon, on le met comme M. Péclet, on va lui donner un non-lieu partiel, mais il va falloir attendre 10 ans. Et le vrai coupable, pour qu'enfin on lui dise « vous êtes innocent ». Et l'avocat général, au procès, va dire « je m'excuse au nom de la justice pour ce monsieur-là ». Mais il va falloir attendre 10 ans. Et pendant 10 ans, ce monsieur, il a perdu sa maison, ses amis, son travail. Tous les liens sociaux, bien sûr. Hervé Temim, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes un avocat très célèbre, avec une très bonne connaissance du système judiciaire et notamment du système pénal. Vous êtes le parrain d'un site présuméinnocent.org. Donc c'est une question évidemment qui vous touche profondément. Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs ce qu'est exactement la présomption d'innocence? La présomption d'innocence, c'est un principe juridique qui, à mon sens et aux yeux de tous les praticiens de la procédure pénale, est le principe le plus fondamental, le plus important de la procédure pénale. Et sa signification, c'est que personne ne peut être considéré comme coupable avant d'avoir été condamné de manière définitive, c'est-à-dire sans qu'il y ait plus de recours possible. Cette présomption d'innocence, en réalité, elle est le principe qui devrait, et qui, en théorie, dirige l'architecture de la procédure pénale. Son respect, moi j'ai dit déjà, je crois que en réalité, dans la pratique, elle n'existe pas, la présomption d'innocence. C'est un principe juridique fondamental, oui, essentiel. et qui a bien des significations. Par exemple, il n'y a pas de condamnation qui figure au casier judiciaire avant qu'elle soit définitive, etc. Mais dans la réalité, la présomption d'innocence, elle est battue en brèche de jour en jour, du fait, je crois, de dysfonctionnements constants et qui sont en quelque sorte acceptés trop facilement par beaucoup de magistrats, par beaucoup d'enquêteurs et par une partie du public qui manque sur le terrain de la connaissance de la justice d'un enseignement suffisant pour bien comprendre en quoi cette règle protège non pas les coupables mais l'ensemble des citoyens. Donc, quand on vous entend, on se dit que le placement en détention devrait être l'exception. Bien sûr que la loi dit que la détention provisoire est l'exception, que la liberté est la règle. Mais dans la pratique, comment ça se passe? Moi, j'ai commencé il y a maintenant près de 40 ans. Je me souviens que n'ayant pas de patron, je lisais des gros bouquins
qui n'existe plus, qui nous expliquait ces principes. Quand je plaidais que la détention provisoire devait être l'exception, mais on me souriait au nez, c'est peut-être lié à ma jeunesse. Quand je parlais de présomption d'innocence pour demander la remise en liberté d'un inculpé, à l'époque ça s'appelait comme ça, qui était incarcéré, on souriait. Attendez, moi je crois, c'est terrible d'en arriver là, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres intervenants, je crois qu'il ne faut pas donner une vision caricaturale de la justice. Il y a notamment en France une grande volonté de respecter ces principes et des magistrats, certains d'immense qualité. Malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux. Ce n'est pas la règle. C'est pas la règle. Or, pour juger... Vous parlez de loterie judiciaire, c'est ça? Ah oui, je crois. Or, pour juger son prochain, surtout au stade de la mise en examen, du placement en détention, c'est-à-dire au stade où la personne qui est poursuivie est présumée innocente, il faudrait avoir des qualités exceptionnelles, que d'ailleurs je n'aurais pas moi-même, je n'oserais pas postuler à cette fonction d'équilibre psychologique, de modération, de recul, de travail, de capacité d'analyse juridique, de capacité d'anticipation de ce que peut être une procédure. Or, je suis navré de dire que dans mon expérience, et je fais partie des avocats qui crient haro sur le baudet, ces dysfonctionnements si nombreux sont presque toujours évitables. Ils auraient pu être évités avec un travail de meilleure qualité des enquêtes, un travail de meilleure qualité des magistrats. Je connais des grands juges, peu de ces grands juges que je connais, on fait en sorte que soient placés en détention des gens qui n'ont pas été condamnés. On parle beaucoup à nous de nos problèmes de conscience. Je ne sais pas ce qu'est la conscience d'un magistrat, mais un magistrat normalement constitué, vous imaginez dans quel état de conscience il devrait être à votre égard de savoir que vous êtes innocent et qu'à cause de lui ou à cause d'eux, vous avez été incarcéré? Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Il y a des sanctions d'ailleurs pour les... Il n'y a pas de sanctions. Oui. Bon, écoutez, Moi, je vais me faire l'avocat de la présomption d'innocence. Oui. Ben, je le suis. Non, mais, oui, mais vous l'avez dit que ça n'existait pas. Oui. Ben, En réalité, vous la il voyez faut où relativiser malheureusement. Chaque cas individuel est une tragédie quand il y a une erreur de commise. Il y en a qui sont commises. Bon. En réalité, nous partons, parce que la présomption d'innocence n'est un principe dans notre droit que depuis 20 ans. C'est la loi du 15 juin 2000 qui l'a fait rentrer. Ça veut dire qu'avant, c'était en réalité la présomption de suspicion, en quelque sorte. Donc d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans la mentalité, j'espère, de moins de juges, mais beaucoup du public, il y a l'idée que une affaire judiciaire, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc le système a progressé, pour ça que c'est une question de perspective. Mais il n'empêche pas les erreurs. Et c'est bien le problème. C'est qu'aujourd'hui, dans un pays... Je me souviens d'une conférence qu'on avait organisée avec Robert Badinter sur ce sujet, qui est une référence relativement peu discutable en matière de défense des droits de l'homme. Il disait, arrêtons de dire que la France, c'est le pays des droits de l'homme. Disons que c'est le pays des discours sur les droits de l'homme. Et les praticiens... Et j'adhère complètement à ça. Je dirais que la réalité, elle est toujours décevante par rapport aux grandes déclarations. Alors, on a tous mis aux orties les grands traités, mais dans le Code de procédure pénale, ça commence comme ça, sur ces principes. Après, l'application de ces principes nécessite en effet beaucoup de qualités dont tous ne sont pas dotés avec la même intensité. Globalement, le juge est rarement seul en réalité, et je pense que les détentions provisoires restent exceptionnelles. Je rappelle quand même qu'en France, il y a tous les ans 5 millions de plaintes pénales. On est le pays au monde où il y en a le plus. 3 millions d'enquêtes pénales et 600 000 condamnations. Alors ça relativise que modérément le fait que quand on se trouvait pour un, on s'est trompé de toute façon. Il faut bien voir c'est 100% que pour ça celui reste qui a... quand même l'exception, et donc une exception tragique, on est bien d'accord là-dessus, et sur laquelle on ne peut pas se contenter de déplorer que ce soit un problème statistique. Juste pour terminer là-dessus, je crois que la pire critique que j'ai reçue comme magistrat, elle n'est pas venue de mes collègues qui pourtant sont rudes en général avec ça, ni d'avocats, qui peuvent être rudes également, mais d'une émission médiatique où on parlait de l'erreur judiciaire. Et je dis une chose à laquelle je crois toujours, d'ailleurs, après 42 ans de pratique judiciaire, en disant « il vaut mieux quelqu'un de coupable en liberté que quelqu'un d'innocent en prison ». J'ai eu de droit à une volée de bois vert sur le chat de l'émission, en disant « attendez, vous êtes irresponsable ». Bon, c'est pour dire que c'est pas si simple. Non, mais c'est aussi une histoire de moyens. On va revenir à quelque chose d'un peu terre à terre. Mais quand un juge d'instruction, il a de plus en plus de dossiers, il s'intéresse de moins en moins, enfin, il a le moins en moins de temps matériellement pour s'occuper de chaque dossier. C'est la même chose pour les enquêteurs. Donc il y a aussi, dans toutes ces erreurs, il y a aussi, parce qu'on n'a matériellement pas le temps de respecter les délais, de s'occuper, d'entendre les gens en temps utile, etc., etc. Donc je pense qu'il y a aussi cette partie-là. Mais en même temps, la détention provisoire, actuellement, elle continue à grimper. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, à l'heure actuelle, il y a près de 29% ou 30% c'est effrayant.
des détenus qui sont ce qu'on appelle des prévenus, c'est-à-dire en C'est ça, ce qu'on a dit. attente Un de tiers, jugement. oui. Et Un sur trois. on avait dans les années 2000 ou après Outreau, les choses avaient quand même pas mal changé, il y avait pas mal, ça avait régressé, et aujourd'hui ça repart en flèche. Donc il y a quand même un vrai problème. Vous avez raison, mais puisque Frédéric Lantieri vient d'évoquer Outreau, est-ce que dans la loterie judiciaire dont vous parlez, et ça concerne M. Péclet dans ce cas-là, est-ce que les juges ne font pas intervenir aussi leur sensibilité, qui ne devraient pas faire intervenir, mais par exemple en plaçant peut-être plus facilement en détention provisoire quelqu'un qui s'est attaqué à un enfant, quelqu'un qui a violé un enfant? Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Bien sûr, non mais de toute façon, je crois qu'il est illusoire de demander à un juge de s'extraire de lui-même. Ça n'est pas possible. Ils ne devraient pas, mais ils le font, et ça c'est quelque chose d'humain, et il vaut mieux que la justice soit rendue par des hommes et des femmes que par des ordinateurs ou des robots. Mais par contre, là, si vous voulez, où je ne vous suis pas, le chiffre des détenus à titre provisoire, il est suffocant. C'est effrayant. Il est plus important que dans les autres pays Oui, il est très important par rapport aux autres. Et il est absolument inadmissible. Inadmissible. Et vous dites, et vous avez raison, qu'il y a un manque de moyens. Et alors vraiment, moi, je suis solidaire des magistrats, que je trouve même insuffisamment revendicatifs par rapport au manque de moyens évident dont ils souffrent. Mais c'est pas la cause. Je suis désolé, si vous voyez comment ça se passe quand même, quand il s'agit de demander pour un juge d'instruction de placer quelqu'un en détention provisoire, je suis désolé, et c'est pas une question de moyens, parce que s'il y a un doute, le grand juge, le bon juge, c'est le juge qui doute. S'il y a un doute, dans le doute, il ne le demande pas. Ensuite, vous passez devant le juge des libertés, et j'en connais d'exceptionnels. Là, vous ne pouvez pas imaginer la loterie. Parce que selon que vous passez devant tel juge des libertés dont tout le monde sait, que tout le monde, mais bien sûr, ou tel autre, même à Paris, dans qu'il y a plus ou moins de chances d'être. Mais évidemment, là, les choses sont. Connaît, alors, est-ce que vous pensez, madame, assez et ça c'est plus qu'un problème, est-ce que vous pensez qu'un juge des libertés qui hérite d'un dossier où il y a, par exemple, ce qui est très fréquent, 1500 pages, dans l'heure et demie au maximum qu'il va avoir, s'il a un luxe de temps, pensez qu'il va connaître le dossier? Mais bien sûr que non. Il n'en aura pas effectivement le temps matériel, mais il n'y a pas de solution meilleure. Donc, on est face vraiment à un problème de conscience dans la prise de décision et d'insuffisante prise en considération du caractère totalement exceptionnel de la détention provisoire. Après tout, c'est pas un drame si quelqu'un qui est mis en examen est laissé en liberté avec un contrôle judiciaire strict. On parle de bavure policière, par exemple. On ne parle jamais de bavure judiciaire. Or, il y a des bavures judiciaires qui sont au même titre que l'acte d'un policier qui tire de manière un peu irraisonnée sur un fuyard, par exemple. On parle de dysfonctionnement. Et je crois que là, il y a vraiment des bavures. Et ça pose tout le problème de la responsabilité des juges. Parce que l'institution judiciaire n'est pas tendre pour un anesthésiste qui a mal fait son travail, un chirurgien qui a coupé une artère, un élu où un poteau de basket est tombé sur un élève qui pratiquait ce sport. Mais les juges sont, d'une manière tout à fait étonnante, enfin, mon avis, vous me direz, monsieur l'avocat général, peut-être le contraire, mais me semble tout à fait en dehors de toute mise en responsabilité, parce qu'ils ont fait du mal. Vous avez des familles qui ont explosé, vous avez des gens qui sont suicidés, vous avez des situations absolument cataclysmiques. Oui, eh bien non, il y a des sanctions quand même on continue. contre les juges qui ont... On continue. Puis je vous donnerai je les vois toujours. Je les vois toujours. Moi, ceux qui ont traité mon affaire, ils sont toujours là et très très heureux de l'être. Est-ce qu'il y a effectivement des sanctions contre des... Sur le plan du droit, oui, bien sûr. Dans la réalité, c'est plus compliqué. La majorité des mises en cause de magistrats sont des mises en cause, en fait, malicieuses, qui sont faites pour essayer de déstabiliser le juge. Du coup, ceux qui commettent des erreurs, il y en a, peuvent être reprochés. Essentiellement, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, qui est une institution indépendante, qui s'en occupe, et il y a à peu près 60 cas par an. Mais la plupart du temps, c'est plutôt des cas d'incompétence technique qui sont sanctionnés que des erreurs. La bavure n'est pas un mot juridique, en tout cas une faute professionnelle. Ça arrive. Il m'est même arrivé de requérir la mise en détention d'un collègue qui avait commis une faute majeure. Mais ça reste très exceptionnel. Professionnel. Ce que veut dire monsieur, et il a malheureusement raison, je ne dis pas que c'est simple, mais qu'il n'y a pas de responsabilité professionnelle. Voilà, un magistrat qui se trompe à répétition, un magistrat qui a envoyé, par exemple, plusieurs
personnes en détention provisoire et qui ont été, dans une durée relativement brève, innocentées, il n'y a pas de sanction professionnelle contre lui. Le mot sanction n'est pas adapté, mais c'est y a vrai. pas de conséquences. Prenons l'exemple de la commission Mais d'indemnisation. on devrait être d'accord ensemble. Ce dont la justice souffre, il n'y a pas de traitement des ressources humaines. Il n'y a pas. Déjà, ce que dit. C'est pas le point fort de la justice que la gestion des ressources humaines. Premièrement, il y a effectivement, je crois, ce traitement des ressources humaines et l'absence de responsabilité. Je parle de responsabilité professionnelle. Moi, je suis pour envoyer personne en prison. Et puis après, il y a l'absence de contrôle effectif. Parce que monsieur a malheureusement raison. Voilà, il faut voir que depuis 40 ans, on appelle ça, évolue un peu, mais très peu, les chambres de l'instruction, c'est-à-dire les cours d'appel, les juridictions d'appel des juges d'instruction, les chambres de confirmation. Les statistiques sont effrayantes. Parce que vous n'entendez pas ce que disent les magistrats eux-mêmes, qui ont un point de vue évidemment complètement différent. Ils trouvent que les cours d'appel sont insupportablement sévères à leur endroit. Tout ça est très relatif. C'est bien là que se situe la difficulté d'ailleurs. C'est qu'il y a des contrôles, croyez-moi, pour avoir été à la fois évalué et évaluateur, comme chef de cour d'appel, on fait des évaluations tous les 2 ans où on voit apparaître un certain nombre de choses qui vont induire des modifications dans la carrière. Mais bien sûr, vous n'avez pas un tribunal... Non, mais je vous parle de contrôle dans la procédure. Je ne parle pas là de contrôle personnel des magistrats. Je veux dire qu'on puisse exercer un recours effectif et qu'il soit réel et pas voué à un échec. Voilà. C'est propre à la magistrature. Vous avez un dispositif qui existe dans la loi, qui a commencé à être mis en œuvre et qui pour l'instant est tout à fait epsilonique, qui est la possibilité pour un justiciable de porter plainte directement contre un magistrat dont il estime à tort ou à raison qui s'est mal comporté devant, non pas le garde des Sceaux. On ne parle pas de la même chose. Moi, c'est pas la sanction du juge que je recherche. C'est qu'on évite ce que monsieur appelle la bavure ou le faisons de la prévention. De professionnalisme et de procédure. Et on va parler d'indemnisation aussi, allez-y. Oui, je pense qu'il y a aussi un autre problème concernant la détention provisoire, c'est qu'également les motifs. C'est-à-dire qu'on a des motifs beaucoup trop larges. On met trouble à l'ordre public, etc. Je veux dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il faudrait être beaucoup plus précis. Il faudrait peut-être définir beaucoup plus précisément les vraies raisons de la mise en détention. C'est vrai que là, quand on fait une espèce de... C'est à la libre appréciation. Mais bien sûr, on peut tout mettre dedans. C'est pas possible. Vous avez tout à fait raison. Ça a beaucoup changé. Il y a eu des petits progrès, notamment la suppression du trouble à l'ordre public en matière de... Non, mais vous savez surtout ce qu'il faudrait. Évidemment, les motifs, vous avez 100% raison. Mais aussi des délais butoirs véritables et plus courts. Parce que, normalement, il y en a, mais ils sont vous savez, j'ai regardé, M. Charpenel doit les connaître mieux que moi, les chiffres de la commission de réparation. La moyenne des réparations, c'est pour des durées de 360 jours. C'est effrayant. C'est effrayant que c'est... Le dernier rapport, la détention la plus longue qui a été réparée, c'est 1540 jours. D'accord. Il faut imaginer 4 ans et 3 mois. Il y a toujours des cas qui sont aberrants. Éric Péju, allez-y. J'allais dire, une chose qui est terrible quand on est en prison, c'est de ne pas savoir combien de temps on va y être. Il y avait un moment, vous voyez dans le reportage, même 15 jours, à partir du moment où on ne se projette pas. Moi, il y a eu plusieurs fois où j'étais convaincu que j'allais sortir. C'est-à-dire la première demande de libération qui a été refusée, on est passé en appel et je me suis dit, forcément les verrous vont fonctionner. Oui. C'est-à-dire, quand il y a un dysfonctionnement, eux vont voir que je ne peux pas physiquement avoir fait l'agression. Donc j'avoue qu'au bout d'un mois, quand il y a eu cet appel-là, j'avais vraiment non seulement de l'espoir, mais j'étais convaincu que j'allais sortir. Ça. Et le moment où j'ai compris que le système lui-même allait se tenir et que je ne savais pas, parce que c'est là que j'ai compris que je ne savais pas quand je sortirais. Et là, j'ai eu un moment vraiment terrible en prison parce que on comprend que on ne sait plus où on va. Et là, on a l'impression même d'être dans un système. Moi, c'est l'image qui est venue à mon esprit. C'est entre Kafka, Ionesco, parce que tellement c'est ridicule, avec une pointe de Marquis de Sade. Oui. Je l'ai évidemment connu, mais c'est pas pour faire la promotion des avocats, mais vous savez, quand on et vraiment, j'admire votre calme et je note aussi la confiance que vous avez en vos avocats. Mais vous savez, même dans un système aussi épouvantable, il faut se battre. Il faut se battre comme un chien. Il faut faire des demandes à répétition. Il faut prendre le risque de déplaire. Quand on est comme vous et qu'on a raison et qu'on est accusé à tort, il faut demander son non-lieu avant la clôture totale de l'instruction. Il faut avoir les moyens de le faire. Il faut avoir la culture de ça. C'est terrible. Alors oui, mais là, c'est le barreau a vraiment un devoir à respecter, c'est que les plus démunis ont la possibilité d'avoir des avocats commis d'office et il nous appartient
et ça, je dois dire qu'on n'est pas tout à fait à la hauteur de la tâche, malgré des avocats parfois absolument remarquables, il nous appartient d'offrir à tous les justiciables une défense de qualité, et c'est possible. Moi, je rêve pas de l'être, mais si j'étais bâtonnier de Paris, c'est ce que j'essaierais de faire en premier. On a à Paris des gens qui sont tellement passionnés par la défense pénale qu'on a les moyens de former la meilleure école européenne et peut-être même mondiale de défense pénale. Parce que vous avez raison, Monsieur Charpenel, ce n'est pas la France n'est plus le pays des droits de l'homme, mais des discours sur les droits de l'homme. Mais on a une telle histoire, une histoire tellement riche qu'il faut en être digne. En tous les cas, même dans ce système épouvantable, il faut se battre. Il y a le moyen d'en sortir. Il faut se battre. Et celui qui se bat pas, il est écrasé. Parce que quand la machine est lancée, vous avez raison. C'est tellement terrible. Il faut quand même se battre. Donc il faut avoir les moyens intellectuels, culturels, financiers. C'est terrible. C'est terrible. La loterie, elle est là aussi, effectivement. Terrible. On va parler quand même d'indemnisation. En 2015, la Commission nationale de réparation des détentions vous a accordé une indemnisation. Est-ce que c'était important pour vous? Est-ce que c'était une réparation? Non. C'était une reconnaissance. Ce n'est pas l'aspect financier qui est important. Non, j'entends. Est-ce que c'était une reconnaissance de l'erreur commise? C'était une reconnaissance, mais bon, en première instance devant le tribunal de Bordeaux, j'ai demandé une réparation. Le premier président qui doit présider cette séance n'est même pas venu. Il a délégué ça à un subalterne. Déjà, c'est un mauvais signe. Et puis, on vous a pris votre réputation, on vous a pris votre honneur, on vous a pris plein de choses quand même très importantes pour un homme ou une femme. Hein. Et j'aimerais qu'il y ait quelque chose de plus officiel, de plus solennel. Comme reconnaissance de l'erreur. Hein. En gros, bon, vous êtes... une audience, vous voulez dire oui, une audience, une lettre peut-être du premier président de la Cour de cassation en disant « Monsieur, vous avez été mis en cause injustement, nous le regrettons. Voilà. » Que ce soit envoyé aussi à l'employeur, aussi, c'est important que l'employeur sache qu'il y a eu faute, il y a eu erreur. Et donc, l'aspect financier, c'est bon, j'entends c'est un point, mais c'est pas ça le plus important. C'est vraiment de reconnaître de manière très formelle que on a maltraité quelqu'un et contrairement aux grands principes de notre droit. Éric Peclet, vous voulez aussi qu'on reconnaisse, que la justice vous dise qu'il y a une erreur commise? Oui, évidemment, et j'ai bien compris aussi que ça ne se passera pas comme ça. A priori, la seule chose que l'État fera, c'est de la réparation. Enfin, si on peut appeler ça de la réparation, puisque, si j'ai bien compris, ce n'est qu'au jour de prison passé qu'une réparation va avoir lieu. Parfois, il y a des indemnisations complémentaires. Vous allez nous le dire. Vous allez nous le dire. Allez-y. Parce que, je ne sais pas, par exemple, pour donner un exemple, quand je sors de prison, donc c'est pas dit dans le documentaire, mais je pars en contrôle judiciaire. Donc ça veut dire que j'ai juste le temps d'embrasser ma femme et mes enfants parce qu'on m'envoie à près de 500 km de ma famille en contrôle judiciaire pour pointer au commissariat d'Aix-en-Provence parce qu'on me met chez mon frère. À ce moment-là, pourtant, le juge a l'élément ADN, il sait très bien. Et j'ai pas le temps de profiter de ma famille, que je dois partir, tout ça. À un moment donné, est-ce que ça fait partie des choses qui peuvent être aussi dédommagées en dehors de tout ce qu'on dit? Pour l'instant, donc on a parlé d'indemnisation qu'on nous est privé de tout. Là, c'est l'indemnisation effectivement qui correspond à un nombre de jours de détention. Vous ayez été en prison à tort, malheureusement, ça restera. Mais qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a effectivement des barèmes? Est-ce qu'on peut, si on a une perte de chance, comment ça se fait? Tout ce qu'on peut démontrer comme préjudice lié à la mise en détention. Ce qui déjà est assez réducteur, mais c'est infiniment plus que le rien du tout qu'il y avait avant. Avec un préjudice moral également? Préjudice moral qui est d'ailleurs celui qui est le plus plaidé, naturellement, et qui va varier selon la situation. On a des cas, par exemple, de jeunes garçons ou jeunes filles qui sont mis en détention au moment où ils vont passer le bac, par exemple. Donc en plus, ils perdent la chance d'obtenir un diplôme. Bon, c'est évidemment différent de quelqu'un qui a été 17 fois en prison. Et la 18e fois, il n'aurait pas dû y aller, il y va quand même. On va l'indemniser, mais pas de la même manière. Donc tous les préjudices qu'on peut imaginer, démontrer, vont être pris en compte. Après, la valeur de ça, il y a le préjudice matériel qui est le plus simple. Vous avez perdu votre emploi, la perte de chance c'est facile à quantifier. Mais on a des préjudices moraux en fonction de l'impact qu'on peut mesurer de ce qui est arrivé. Notamment sa famille s'en va, la femme s'en va avec les enfants sous le bras. On a indemnisé quand même les déplacements de la famille qui rendait visite sur les lieux. Tout ça, ça paraît mesquin, mais c'est infiniment plus que le silence en disant on s'est trompé, tant pis. Il faut le demander. Vous voyez, il faut le demander, oui, quand même. Je dirais même le quémander. Le demander, en tout cas, je pense qu'il devrait y avoir des procédures tout à fait naturelles, où quelqu'un a été incarcéré
à tort, eh bien, aussitôt se met en œuvre, hein, parce que la justice sait bien mettre en œuvre des procédures, ça, elle sait très très bien le faire. Mais là, elle pourrait le faire de son propre chef. Hein, bien, convainquez vos parlementaires de voter une loi qui fasse cela. Même si c'est pas de son propre chef, on voit bien dans le reportage que ce que touche à un moment la personne qui a été mise en cause ne couvre même pas les frais d'avocat. Oui, c'est ça. Ouais. On en est où? Ça dépend des cas de figure, ça dépend de comment... Là encore, on plaide pour une bonne défense, parce que c'est très compliqué de présenter un dossier d'indemnisation. Il n'en reste pas moins que, vous avez raison, c'est mieux qu'avant, c'est mieux que si c'était pire, hein. Mais ça reste totalement dérisoire, puisque pour une moyenne de détention indemnisée de 360 jours, on est à une moyenne d'indemnisation de 22 000 euros. Sur le dernier... Je vais vous donner les chiffres. Bah oui, non, mais ils ne veulent rien dire pour une personne précise. Non, mais la moyenne, une idée. dès lors qu'on fait des moyennes et qui ont un sens, bon, et on a plein de... On ne va pas rentrer dans les détails. Donc c'est totalement dérisoire, parce que ce que dit monsieur est très vrai. Il y a le fait qu'au-delà de la détention, et comment on répare ça? Il y a une vie qui est parfois brisée par un placement à détention, même pas très long. Et puis... Parce que vous venez de citer un point très intéressant, moi qui est une de mes marottes depuis longtemps, mais on n'a pas réussi à faire passer un texte là-dedans. Il y a une chose qu'on oublie. La détention provisoire, c'est terrible, mais le contrôle judiciaire, c'est pas rien non plus. Il y a des gens qui sont privés de voir les gens qu'ils aiment, des gens qui sont privés de ne tourner chez eux, des gens qui sont privés de ne tourner dans leur entreprise, et des gens qui sont privés, le temps du procès, d'exercer leur profession. Mais si ces gens ne sont pas condamnés, c'est terrible. Et puis je vais dire une dernière chose. Je suis trop bavard. Non, j'aime bien, allez-y. Je vais dire une dernière chose sur le sujet. Il y a tous les dysfonctionnements qu'on connaît. Et puis il y a ceux qu'on ne connaît pas. Parce que je loue les magistrats qui prononcent des relax, les jurys qui prononcent des acquittements après des détentions provisoires aussi longues. Mais vous imaginez quand vous êtes tribunal, quand vous êtes magistrat, quand vous êtes juré, le courage qu'il faut pour relaxer, pour acquitter quelqu'un quand il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans de détention ou un contrôle judiciaire avec une caution énorme ou une interdiction d'exercer. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en plus, la détention provisoire, le contrôle judiciaire lourd, ce sont des préjugements très graves qui incitent parfois à des condamnations qui n'interviendraient pas s'il n'y avait pas de telles mesures soi-disant provisoires et qui respectent la présomption d'innocence. Voilà, ça, on le vit tous les jours quand on est avocat. Pour finir sur cette présomption d'innocence, il y a quelque chose dont vous avez été victime, hein, même quand vous avez été mise en cause, les médias ont largement relayé votre affaire. Quand vous avez été relaxé, ça a été très discret. Ah, toujours. Et c'est quelque chose qui pèse très très lourdement. Alors là, vous évoquez le couple infernal de la justice et de la presse et des médias. Hein. Il est bien évident que dans l'affaire qui me concernait, c'était ce qu'on appelait des notables. Je ne sais pas trop ce que c'est, les notables, c'est un terme du 19e siècle, mais enfin, bon, la presse l'a employé, a raconté des choses tout à fait fausses, d'ailleurs susurrées à l'oreille par la police judiciaire, hein, qui avait sans doute intérêt à le faire, et donc ça a fait un vacarme médiatique considérable. Même ça a fait l'ouverture du journal de TF1, d'Antenne 2, voilà. Donc on se voyait, on voyait la photo des mises en accusation. Le procès était fait, hein, le procès médiatique était réalisé. Et chose encore plus grave, j'ai eu l'occasion de rencontrer un des membres de la chambre de l'instruction qui m'avait envoyé en prison. Je lui ai dit, mais comme ça, de manière un petit peu impromptue, je lui dis, mais comment avez-vous pu faire quelque chose de pareil? Un peu gêné, il me répond, oui, mais vous comprenez, le vacarme médiatique était tel qu'on ne pouvait pas de rien faire. Réponse abominable. Ça veut dire que c'est la presse qui mène les débats, hein, et qui impose une décision qui concerne sur la mise en détention, sur la décision du placement en détention. Le fameux trouble à l'ordre public. Sur le placement, oui. C'est C'est ça. Oui, on l'a enlevé du code, mais il est resté dans la tête de pas mal de gens, on est bien d'accord. La chambre de l'instruction m'a envoyé en prison avec comme motivation trouble exceptionnel à l'ordre public. Oui. Vous mesurez la qualité et l'intensité de l'argumentation. Oui. Alors aujourd'hui, ce serait impossible, mais bon, souvent la motivation est un prétexte. Je viens de plaider il y a quelques semaines, une affaire au tribunal de Bobigny
J'y repensais, où le fondateur d'une entreprise très, très, très moderne de commerce en ligne a fait l'ouverture du journal. Il était montré, alors sa tête étant cachée, sortant du fourgon. Il était passé devant le JLD, qui ne l'a pas... Juge de liberté des détentions. De juge des libertés de détention, qui ne l'a pas incarcéré. Ouverture du journal de 20h, 15 ans après. 15 ans après. Et après un nombre d'erreurs de procédure qui nous étaient préjudiciables, il a été relaxé devant le tribunal de Bobigny. Là, il n'y a même pas de réparation à demander, hein, mais voilà, on va saisir la Cour européenne uniquement sur le terrain de la durée raisonnable. Mais la Cour européenne elle-même va mettre un temps déraisonnable à juger que le temps ne l'a pas été raisonnable pour juger cette affaire. La justice, croyez-moi, est une institution qui progresse sur ce terrain, mais qui a beaucoup de mal à s'auto-critiquer, à admettre la critique des tiers, et alors encore davantage à en faire une personnelle qui serait finalement la plus efficace. Et il y a des exceptions. Moi, j'ai en mémoire un juge qui n'a pas envoyé quelqu'un en prison, mais qui l'a mis en examen à tort, et qui, aujourd'hui, je l'ai croisé aujourd'hui au tribunal de Paris, c'est pour ça que j'en parle, 15 ans après, me croise, et à chaque fois, il a rendu bien des décisions remarquables depuis, il me dit je ne me le pardonne pas. Bon, mais la justice est une institution qui ne se critique pas. Et il faut qu'on puisse la critiquer et qu'elle puisse se critiquer pour progresser. Parce que tout n'est pas dans la loi, mais beaucoup est dans la mentalité et dans l'objectif d'excellence par rapport aux conditions dans lesquelles on doit juger que se fixent les juges. Et il faut avoir un peu d'espoir, peut-être. Oui. Quand on voit d'où on vient, notre marge de progression est encore importante. Moi, je fais beaucoup de coopération internationale. Ça réconfortera personne. Hein. Mais objectivement, on a la capacité au moins à reconnaître qu'on doit progresser. L'histoire de la détention provisoire est quand même extraordinaire. 40 ans de circulaire. J'étais directeur des affaires criminelles. J'ai concocté moi-même ma circulaire signée par le ministre disant ça doit être l'exception, les réquisitions doivent être... Et quand même, on constate que le nombre des détentions provisoires reste anormal par rapport aux autres pays européens. On a du mal. Et comme vous le disiez, il faut continuer de se battre. Il n'y a pas de mystère. Et de se remettre en question. 600 erreurs par an, puisque la commission... Enfin, 600 erreurs, non, pas complètement, mais... La commission de réparation traite 600 dossiers à peu près. Oui. Bon, ça veut dire qu'il y a eu 600 détentions erreurs, qui auraient pu être... Au moins. Qui n'ont pas été... Au moins. 600 dysfonctionnements. Au moins, c'est les 600 dossiers qui sont présentés. D'accord. Ce qui est quand même considérable. Oui, mais sur 600 000 condamnations. Donc on voit bien que toutes ces questions de proportion... Oui, mais ça fait quand même beaucoup. En chiffre absolu, c'est quand même beaucoup. Ça fait trop. Voilà, on est d'accord. Ça, c'est clair. Là-dessus, c'est surtout facile. qu'aucun échelon n'ait pu empêcher ça. C'est ça le problème. Les contre-pouvoirs, C'est effectivement. ça le problème, c'est qu'il n'y a aucun contrôle et que la hiérarchie n'est pas suffisante. Insuffisants. Et je crois que les téléspectateurs qui nous écoutent doivent savoir que ça peut arriver à n'importe qui. Mais bien sûr. Que vous êtes tranquille dans votre jardin et on peut fondre sur vous des accusations qui vont vous amener dans cette machinerie infernale dont je parlais tout à l'heure. Merci beaucoup. On espère que votre situation avancera, même si effectivement on a bien compris que ce temps du processus judiciaire était long et lent. Mais on espère que ça avancera. On parlera de toute façon évidemment de toutes ces questions, puisqu'il y a le projet de réforme de la justice présenté par le gouvernement qui doit être soumis au Sénat en octobre prochain et qui reparlera des alternatives à la détention provisoire. Donc on espère que effectivement cette question avancera. En tout cas, merci beaucoup à tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Pour aller plus loin, 2 livres. Le livre d'Yves Charpenel, Le glaive et la rustine, c'est aux éditions Economica. Et puis La défense dans la peau d'Hervé Temim, c'est chez Stock. Voilà, vous pouvez revoir le débat et le documentaire, bien sûr, En prison pour rien, réalisé par Florence Kieffer sur le site France TV. Je vous souhaite une très belle fin de soirée sur France 5 et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro du Monde en face. Bonsoir à tous.